dès le départ, j'ai demandé pardon à ma papa, à ma maman. Ça ne m'honore pas. Je sais que ça ne vous honore pas. Mais ma fille est qui. On l'a les gars, on l'a mouki boy. Péro a pris 10 000. Péro a pris 10 000. Des menaces. J'ai eu des menaces de mort ici. Même en montant sur ce plateau. Il y en a qui se sont permis de m'appeler par mon numéro privé. Que je ne connais même pas. Oliembongo. Donc, à un moment donné, on est humain. Il faut parfois recadrer les gens. Je sais que ce n'est pas pour ça que vous êtes venus ici. Bolimbisa. On suit un peu les évêques qui avaient donné une interview. Et puis on va revenir. Tolano. Washington est venu après. On a vu que ça aboutit. Il y a une signature. Doha est venu après votre initiative. Qu'est-ce qui bloque avec vous? C'est au niveau étatique. Et c'est plus facile pour Washington parce qu'il s'agit d'une grande puissance. Et c'est un acquis important parce que ça nous permet justement, au niveau étatique, de trouver un cadre fiable de vivre ensemble. Qu'est-ce qui bloque? Alors, rien ne bloque jusque-là. Nous sommes en plein processus, comme je disais, c'est comme ça que j'insiste. Et nous sommes dans l'évolution normale des choses. Monseigneur, qui bloque? Rien ne bloque jusque-là. Qui bloque? Personne ne bloque. Personne ne bloque parce qu'on est en train d'avancer, je dirais. Je ne vais pas parler de l'ECC, je viens à l'église catholique. Est-ce que vous n'êtes pas à la base de ce blocage que vous ne voulez pas citer? C'est vous le problème en réalité, l'église catholique. À vous de me le révéler. Oui, quand vous allez à Goma, on ne va pas se rappeler ce sourire que vous avez arboré qui a fait couler d'encre. Et récemment, on a vu le monseigneur Fulgence Mouteba qui s'est rendu à Goma. Est-ce que vous ne donnez pas là autant de raisons pour essayer de discréditer ce processus ou ce pacte? Il ne me revient pas de juger qui est pécheur, qui est bon, mais si l'on estime... quelqu'un qui tue est un pécheur, hein? Quelqu'un qui assassine est d'office un pécheur. Oui, les pécheurs... C'est le cas avec ceux qui ont tué. Je suis d'accord avec vous. Les pécheurs et les saints, on les trouve partout, peut-être même dans les églises. Moi, je voulais revenir à cette initiative de pacte social. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir, ou vous avez déjà envisagé qu'on ait ici un dialogue en dehors de l'initiative que vous portez? Ce qui nous intéresse, nous, c'est pas notre présence, mais c'est l'évaluation des risques et la capacité de produire les résultats. On ne sortirait pas de cette crise s'il n'y a pas un dialogue inclusif. Même avec ceux qui ont pris des armes que vous pouvez taxer de tous les mots, si vous ne les associez pas dans un dialogue, on n'aura pas de paix à l'ordre. Est-ce que le président veut voir certaines têtes et refuse d'autres? Comment ça se passe dans ces discussions que vous avez avec le président? Je crois que c'est à lui de poser la question, mais la réalité est que nous travaillons avec l'équipe de la présidente, donc c'est à lui de répondre à cette question et il est libre. Le vrai problème, ce n'est pas on a rigolé avec X, on a pris la photo. C'est la méfiance. Il faut régler les problèmes de la méfiance. Avec ce pacte, quelle est la garantie que vous nous donnez aujourd'hui que si on organise ce dialogue dont vous portez l'initiative, on ne va pas retomber dans les mêmes travers? Ce pacte n'aura de sens que si chaque Congolais intègre dans son esprit la volonté de vivre ensemble. On vous reproche aujourd'hui, c'est que le président Kabila vous reprochait hier. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église n'est pas en train de faire le frais de cette proximité un peu envahissante avec les politiques? C'est l'histoire qui se répète en fait. Ce sont les mêmes qui nous applaudissaient, qui critiquent aujourd'hui les mêmes attitudes que nous avons. Ça signifie que c'est nous qui sommes au milieu du village. Est-ce que vous ne faites pas les frais de ça? Est-ce que ce n'est pas le temps pour l'Église de se retirer un peu de tout ce qui est politique? L'Église ne peut pas être indifférente là où la population souffre. Comment faire pour que demain, on ne se retrouve pas avec un ancien président, la CENI, aujourd'hui chef rebelle, par rapport à ce pacte? Nous n'avons pas une recette à donner, mais nous offrons un cadre et nous avons confiance qu'on a des hommes intelligents dans ce pays avec l'accompagnement des partenaires, on pourra arriver à une solution. Qui, selon vous, doit convoquer le dialogue? Bon, c'est une question, pour nous, c'est vraiment facile. Si déjà dans le qui on vous mettez pas d'accord, on se dit mais comment ça... Non, on n'a pas de problème. Je l'ai dit clairement, on n'a pas de problème à ce niveau. Allez, on est de retour sur ce plateau. Ici, c'est donc une interview que l'Église du Christ au Congo a donnée
en joint venture, si je peux le dire comme ça, avec les CC. Les questions ont tourné essentiellement autour de la question du dialogue national. Et vous avez vu comment les évêques, que ce soit le pasteur Éric Senghar ou Monseigneur Donatien Cholet, vous avez vu comment ils étaient un peu gênés, mal à l'aise pour répondre aux questions de la valeureuse et de mon ami et consoeur Élisée Odia sur qui bloque, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Laissez-moi vous donner des informations sur cette affaire des Doha. Les amis, la situation des cacophonies dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, la situation bizarre dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, n'aura qu'une seule solution. C'est la capacité des Congolais, de tous bords, de se mobiliser pour plaquer M. Helmut Ngeleka, Wabolumbu alias Félix Tshisekedi au sol et les neutraliser afin de sauver le pays. Au moment où j'ai fait cette émission, 10 jours donnés pour aller concrétiser les accords de Doha sont passés. On ne sait pas encore si ça va se le faire ou ça ne se fera pas. On ne sait pas encore si les deux parties vont se retrouver ou ils ne vont pas se retrouver. D'ailleurs, pendant ces 10 jours, Corneille Nangaa avait mis en place une série de demandes qu'ils ont appelées mesures de reprise de confiance. Ils demandaient entre autres la libération des prisonniers, la levée des condamnations à mort, comment on peut négocier avec des gens alors que nous sommes condamnés à mort. Ils ont parlé des biens, etc. Ils ont parlé des exilés. Il y a beaucoup de choses qui ont été demandées et ces choses n'ont pas été faites. Pourquoi ces choses ne sont pas faites? Je voudrais vous rappeler ce que je vous ai toujours dit et les révélations que je vous ai toujours faites avant de vous dire le piège dans lequel Tshisekedi peut pousser Corneille Nangaa s'il advenait que les deux parties arrivaient à Doha et puissaient concrétiser cette affaire. Retenez ça pour dire, les amis, et ce n'est pas la première fois que je vous l'ai dit. Monsieur Ngeleka Wabolumbu n'est pas dans la logique de la paix. Ce n'est pas son affaire. Ouvrez les oreilles une fois pour toutes, chers Congolais, et surtout chers politiciens congolais. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est l'absence totale de réaction en face de Tshisekedi. Vous pouvez tout reprocher à Tshisekedi. Vous pouvez tout dire à Tshisekedi. Il est idiot, il est ceci, il est cela. Mais il faut quand même constater qu'aujourd'hui, Tshisekedi, dans son idiotie et dans son manque d'intelligence, a réussi à neutraliser la soi-disant opposition. En face de lui, c'est comme on dit à Kinshasa, c'est maïs, il n'y a plus rien. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. On peut ne pas vouloir aimer Tshisekedi, mais il faut lui reconnaître le fait d'avoir neutralisé la moindre résistance sur le plan interne. Et le fait d'avoir effectivement déboulonné d'une certaine manière Kabila et ses hommes. Il avait dit qu'il va les déboulonner. Aujourd'hui, Kabila est véritablement déboulonné. En face de Tshisekedi, c'est un boulevard. Il n'y a aucune résistance, aucune opposition. Tshisekedi s'enfonce sur ses soi-disant succès, où en face de lui, il n'a aucune résistance, a encore en tête son idée de pouvoir changer la constitution pour rester éternellement au pouvoir. Parce qu'il sait que sur le plan interne, il n'y a aucune résistance. Et je vous l'ai dit, en se regardant en face, si Corneille Nangaa n'avait pas lancé son mouvement, si Corneille Nangaa n'avait pas pris Goma et Bukavu, Tshisekedi aurait pu, à l'heure où je parle, changer la constitution et rien ne se serait fait au pays. Rien. Aucune force n'est structurée, organisée sur le plan interne aujourd'hui. Tshisekedi allait réussir son coup de modification ou de changement de la constitution et il serait resté éternellement président à vie. C'est donc le changement de la situation sur le terrain qui a amené Tshisekedi à appuyer sur le frein en attendant de voir l'évolution de la situation. Et voilà sa logique à lui. Ce n'est pas la première fois que je vous dis. Laissez-moi vous répéter ça avant de vous expliquer le piège dans lequel il va pousser Corneille Nangaa. La logique de Tshisekedi, c'est de refuser qu'il y ait une crise à l'intérieur du pays.
Pour lui, il n'y a pas de crise. Il va s'organiser, il va tourner les gens en ridicule. Et il ne veut pas que sur le plan mondial, sur la face internationale, que l'idée, la théorie d'une crise interne au Congo soit accréditée. Non, il ne veut pas de ça. Il s'est battu pour donner un visage externe à la crise. Au Congo, il n'y a rien. J'ai organisé les élections, j'ai gagné les élections. Il y a un pouvoir légitime, il y a un pouvoir légal qui a été établi. Et ce pouvoir-là exerce ses fonctions jusque. Donc pour lui, il est hors de question de donner un visage interne à la crise. Il refuse de croire qu'il y a une crise à l'intérieur du pays. Lorsque le Corneille Nangaa et les autres parlent des causes profondes de la guerre, ils vont évoquer notamment les élections truquées, ils vont évoquer l'absence de respect des droits de l'homme, ils vont évoquer toutes les manœuvres, les détournements, etc. Tshisekedi ne veut pas danser sur ces pieds-là. Dans sa tête à lui, le problème, c'est résoudre l'épineuse question du Rwanda qui soutient les M23. Et il pense, en résolvant le problème du Rwanda, il aura absolument résolu le problème de la guerre dans l'Est de la République. Et s'il résout le problème du Rwanda, il peut donc mater la guerre dans l'Est de la République et réviser la Constitution pour rester éternellement président. Ça, c'est sa première hypothèse. La deuxième, dans l'hypothèse où nous ne pouvons pas résoudre le problème du Rwanda et résoudre automatiquement les problèmes dans l'Est de la République, il est hors de question de donner l'impression que nous avons des problèmes à l'interne. Parce que donner l'impression, reconnaître qu'il y a une crise profonde, des causes profondes de la situation dans le pays, amènera à coup sûr à un dialogue. Et ce dialogue, de ces dialogues, on finira par avoir un partage du pouvoir. Et ce partage du pouvoir aura en toile de fond le fait que la Constitution doit être respectée, que lui, M. Tshisekedi, ne peut pas se représenter en 2018. Il est hors de question pour lui d'aller dans un dialogue aujourd'hui, d'accepter de partager les pouvoirs pour laisser ses pouvoirs en 2028. Non, hors de question. C'est un voleur. Il a pris goût au sang, il a pris goût à l'argent, il a pris goût à la gloire et à l'honneur. Et il est dans la logique de gagner le temps. Si nous réussissons dans sa première philosophie à résoudre le problème avec une idée d'une guerre exogène, tant mieux. Mais si nous n'arrivons pas à résoudre ce problème en terminant avec le Rwanda, tirons les choses à longueur, gagnons le temps, poussons les choses jusqu'en 2028. Lui, il reste seul maître à bord et en 2028, à ce moment-là, il peut desserrer le nœud en acceptant à ce moment-là de dialoguer et de s'octroyer un bonus de 2-3 ans. Il aura déjà fini, entre guillemets, ses 10 ans, etc., etc. Voilà les problèmes. La vérité, c'est celle-là. La vérité, c'est celle-là. Maintenant, le problème, le vrai problème, c'est la question que je me pose. C'est l'absence de la structuration et de l'organisation en face de Tshisekedi. Je me suis pris ici aux gens du PPRD lors de ma dernière émission. J'ai vu certaines personnes m'attaquer. Mais j'étais heureux parce que mes ennemis et mes adversaires ont l'habitude de dire allez Kambongo Kabila, Akoma Kabiliste, Akoma Rwandais, et tout ça, tout ça. Maintenant que j'ai dévalisé ici, j'ai déshabillé le PPRD. Je ne m'explique pas. Je ne m'explique pas. L'absence de l'organisation, l'absence de l'engagement en face de M. Tshisekedi. C'est un régime faible en termes d'intelligence et en termes d'organisation. Je ne m'explique pas tous les efforts, les lobbying que soi-disant l'opposition mettait à l'époque de Kabila, qui était un homme structuré, un homme discipliné. Pourquoi nous ne mettons même pas un dixième contre Tshisekedi? Parce que ce régime était un régime faible. Bon, peut-être parce que à cette époque-là, l'opposition était quand même incarnée par l'UDPS, qui avait de l'expérience et qui avait de l'histoire. Mais ce serait malhonnête de croire que vers la fin du mandat du Kabila, l'UDPS était encore la grande machine politique. Non. Vers la fin du mandat de Kabila, l'UDPS était une machine essoufflée. Ils appelaient à des manifestations et personne ne venait. Tu sais ce qu'il dit ici, Félix lui-même. Il demandait aux gens de descendre dans la rue. La veille, il prenait l'avion, il partait. Il y a eu d'autres forces comme les Vital Kamere, les Franck Diongo et Tiertira, etc., qui ont pris les flambeaux et qui, d'une certaine manière, se sont cachés derrière l'église catholique. Il y a eu d'autres acteurs, parce que l'UDPS était un parti essoufflé.
vers la fin du mandat de Kabila. Et ils ont reçu une sorte de rescousse à l'Église catholique. Mais maintenant, aujourd'hui, le problème, c'est lequel? J'ai vu certaines personnes en train de se réjouir. Katumbi a eu une résolution au Congrès. Katumbi a eu une résolution au Congrès. Même les gens qui veulent vous aider, ils ne peuvent pas vous aider dès lors que vous-même, vous ne leur donnez pas des alibis. Dès lors que vous-même, vous ne leur donnez pas de prétextes. Vous allez vous promener dans tous les salons, dire que Tshisekedi c'est un voleur, le peuple ne l'aime pas. Quel est l'élément sur terrain qui démontre effectivement que les gens n'aiment pas Tshisekedi? Ce peuple est fatigué, ce peuple est affamé. Nous sommes ici avec certains Tokimin exil, Tozo Liana Bango Bambalawa. C'est comme ça que je vous ai dit, j'ai dit à l'autre, quelqu'un qui me disait, bon, Perrault, tu viendras, je lui ai dit, calme-toi, redescends un peu sur terre. Redescends un peu sur terre. Je ne suis pas politicien. Mais je ne pense vraiment pas que toi, dans ton opposition que tu fais aujourd'hui, tu me dépasses. Je ne suis pas opposant, moi, mais je ne pense pas que dans la lutte pour la libération du combat, toi, tu me... Donc, soyons un peu modestes. Soyons modestes. Ah, Perrault, je ne savais pas que tu étais autant orgueilleux. J'ai dit, voilà, vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. C'est ça, les hommes politiques. Quand il y a quelqu'un, une sorte d'affirmation de soi, vous traitez ça d'orgueil. Quand il y a une sorte d'affirmation de soi. Je ne suis pas politicien, je n'ai pas des ambitions politiques comme toi, mais je refuse que tu me traites comme ça. Parce que tu me veux me donner l'impression que nous, des politiciens, j'ai dit, oh, ça veut dire quoi, t'es des politiciens? Est-ce que toi, ta voix aujourd'hui est entendue? Dans quoi? Pour que tu me parles comme ça, comme si j'étais un simple petit journaliste et que tu peux balayer comme ça. Non, 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 non. Hé. Je démarre ma voiture, je pars. Calme-toi. Calme-toi, cher ami. Calme-toi. Calme-toi, cher ami. Calme-toi. C'est ça mon problème. Donc, il y a une absence de structuration, d'organisation qui fait que même les gens qui veulent vous aider n'ont pas d'alibi. Ici, je voudrais lancer un appel au courage à un type comme Jean-Marc Kabound. Monsieur Kabound, tu es un fils UDPS. Tu es un fils idéologique d'Etienne Tshisekedi. Le terrain est vide. Fayoulou qui croyait être une sorte de mastodonte a aujourd'hui fui, s'est fait corrompre. Il est avec Tshisekedi. Il faut incarner l'espoir de ce peuple. Il faut ramasser tous les déçus de l'UDPS. Les gens qui sont dehors là, les gens que Kabouya est en train de matraquer. Créer une force, une cohésion. Ramasser ces gens-là. Commencer une dynamique à l'interne du pays. Faites bouger les lignes à l'intérieur du pays. Vous ne pouvez pas vous tous être amorphes comme ça. Le pays n'existe plus. Un voyou croit qu'il est seul à bord. Il peut faire, il peut dire tout ce qu'il veut. Seul. Quand tu poses la question, on peut perdre, tout le monde te dit, le Raïs a dit quoi? Le Raïs, je l'ai dit la dernière fois ici, mais attendez, vous avez pillé ce Raïs. Il prend le pouvoir à 29 ans, vous venez l'entourer, vous devenez vous tous des caciques, vous construisez des maisons, vous pourrissez même son mandat. Aujourd'hui, il a des problèmes, procès à procès. Aucune initiative, aucune bravoure. Non, nous ne faisons pas l'opposition comme l'UDPS. Nous, notre opposition, ce n'est pas de casser les maisons. Nous, notre opposition, ce n'est pas faire ceci. Votre opposition, c'est quoi? Votre opposition, c'est quoi? Donc, reconnaissons que sur le plan interne, en face de Tshisekedi, c'est maïs. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y en a tous ces opposants qui sont en exil. J'ai posé la question à un, j'ai dit, mais attendez, je suis quand même surpris. Aucune structuration, aucune dynamique. Vous laissez le pays comme ça. Aucune dynamique, aucune structuration. Et à l'interne, n'en parlons même pas. Donc, Tshisekedi sait qu'en face de lui, il n'y a rien. Et nous devons reconnaître qu'en face, il n'y a rien. Il n'y a rien. Reconnaissons qu'en face, il n'y a rien. Qui peut aujourd'hui lever son petit doigt, son petit mot au Congo là-bas? Qui peut demander à voir 100 personnes dans la rue? Je parle de 100 personnes dans la rue. Pour dire à Tshisekedi que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon. Qui peut le faire? Personne. Du coup, la République se retrouve dans la rue. Donc, Tshisekedi est dans sa logique. La première logique, c'est la résolution de la situation en ayant une visée
exogène, extérieur du pays, en réglant les problèmes du Rwanda. Et la deuxième vision, c'est ignorer totalement le problème à l'interne. Si il advenait qu'il est coincé, là, il est dans la logique de gagner les temps. Gagne les temps. Mais si il y a une troisième hypothèse, il se voyait dans l'obligation de se retrouver autour d'une même table avec Corneille Nangaa, je me pose la question, moi, Claude Pérou-Louara, quelles sont les garanties que Tshisekedi mettra sur la table pour que Nangaa et les autres puissent croire que Tshisekedi respectera les engagements qu'il a signés? La logique de Tshisekedi, c'est ça que je parle du piège. Il est en train de balloter les évêques. Il est en train de balloter tout le monde parce qu'il ne veut pas avoir une structure large. Ouvrir une structure large, un dialogue inclusif voudrait dire se faire encombrer de beaucoup de précautions. On règle les problèmes avec les Rwandais. Si ça ne tient pas, ok, on gagne le temps avec les M23. Si ça ne tient pas, finalement, on va négocier avec les M23. Mais la recette existe. Croyez-moi, il peut négocier avec les M23. Il finira par avaler les M23. Si Kabila a été avalé, Kabila a été anéanti, c'est là le piège, justement. Parce que voici le chemin, la logique. Premièrement, ignorer qu'il y a des causes à l'interne du pays, comme je viens de vous expliquer. Deuxièmement, dire qu'il y a des causes à l'intérieur du pays, mais repousser les choses, gagner le temps. Troisième chose, dans l'hypothèse où le 2 ne marchait pas, finalement, négocier avec les M23, ouvrir l'espace avec les M23, mais ces gens vont s'exposer. Ces gens vont s'exposer, ils seront avalés par Tshisekedi. Je vous donne des cas. Kabila Joseph, 29 ans, il prend le pouvoir, il trouve un pays en miettes, il s'organise pour ravauder le pays. Il ramène autour d'une même table les protagonistes. Il devient président avec 4 vice-présidents. Des gens qui se sont tirés dessus se retrouvent autour d'une même table. Mais regardez ce qui se passe. Le RCD, la machine militaire RCD a été avalée. Qui était resté au RCD? Rouberoy, Nyarugabo, et peut-être Kabasubabo. Il a réussi à vider le RCD de sa substance. Il a réussi à vider les RCD de sa substance. Tous ils sont partis. Il a fait pareil avec le MLC. Les Délices et Sanga sont partis. Les Alexis Tambouimamba sont partis. Les Tambouimamba sont... Les François Mbon. Tous sont partis. Il a vidé. Il a fait pareil. Donc même la grande machine RCD arrivée à Kinshasa, les Émile Ngoyi sont partis. Les Émile Ngoyi et tout le monde est là du RCD. Kabila a réussi à avaler ces gens-là. Parce qu'on connaît la philosophie du Congolais. Congolais, Moyibi, n'a pas ça à pouvoir. Ils ne sont pas nombreux ceux qui ont l'amour. Ils ne sont pas nombreux. L'image n'est pas bonne. Il parle de quelle image? Ils ne sont pas nombreux, les Congolais qui ont... les Congolais qui ont... Vincent Blaise, on me dit que l'image est floue. On parle de quelle image, là? Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a écrit Perrault, l'image est floue. Je ne comprends pas. Il parle de quelle image? C'est mon image qui devient floue? Je ne comprends pas. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous me regardez? Kolandate, image est ça, ok. On a talibans, c'est bon. Ok. Ok. Bon, si Liliane K dit que ce sont les talibans, donc c'est véritablement des talibans. Donc le plein gilet, c'est lui-là. Vous allez donc... il a des choses sur sa table, quoi. Première hypothèse, deuxième, troisième hypothèse. Nangaa va venir à Kinshasa. Avec qui? Les Henri Magique qui sont aujourd'hui déjà des patrons avec des cigares, les Yannick Tchissola et tout ça, etc. C'est des gens qui seront avalés. Au besoin, même Tshisekedi finira par les arrêter. Donc le piège, il est celui-là. Le piège, il est celui-là. Vous connaissez mon point de vue. Pour moi, la seule issue à la situation grave, dramatique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est de faire la guerre. Tshisekedi ne nous laisse aucune chance.
Tshisekedi ne nous laisse aucune fenêtre, aucune garantie de respect des engagements qu'il prend et des paroles données. Aucune. Dans l'hypothèse où vous voulez aller dans une sorte de dialogue avec lui, c'est là que j'appelle à un sursaut patriotique. C'est là que j'en appelle à l'organisation de la diaspora, à l'organisation de l'opposition qui existe encore. Il faut non pas laisser l'initiative de ces dialogues à Corneille Nangaa. Non. Il faut qu'il y ait une structuration de ceux qui sont dans l'opposition. Les non-armés, les Kabila, les Katumbi et les autres doivent s'organiser pour peser dans la balance. L'affaire doit être vue in globo. Il ne faut pas que cette affaire soit vue sous l'angle du Rwanda et sous l'angle du M23. Parce que régler les problèmes du Rwanda est une chose. Régler les problèmes du M23, oui. S'il arrivait à régler le problème du M23, il va fragiliser ces M23 qui seront avalés au pays. Il faut absolument que ce problème soit réglé de manière générale. Si nous n'avons pas la possibilité de lui faire la guerre et de les chasser par la guerre, mettons en place alors une structuration globale qui mettra en place tout le monde. Et ce gros mastodonte comme les Kabila, les Katumbi. Pour que nous nous assurions qu'il y aura des garanties, que le monsieur va respecter ces garanties. Dans l'hypothèse où les choses ne se passaient pas sous cet angle-là, croyez-moi que ce garçon était mouton. Ce n'est pas un homme d'État. C'est un petit soulard de rien du tout. Ce n'est pas un homme d'État. Il ne connaît pas la valeur de la République. Ce n'est pas un homme d'État. Et il va refermer ses pièges sur Corneille Nangaa. Il va les avaler. Il a avalé Kabila, le grand Kabila qui a dirigé le pays pendant 18 ans. Où est-il aujourd'hui? Il les a déboulonnés. Il est idiot, oui, mais il a déboulonné Kabila. Reconnaissons-le lui. Reconnaissons-le lui. Il a déboulonné. Reconnaissons-le lui. Mais quand je vois la léthargie dans laquelle nous sommes plongés, quand je vois, à un moment donné, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans mon pays?